Bonjour à tous, bonjour Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour Florian, bonjour à tous. Nous faisons donc cette 52e vidéo de Rivarol, celle de décembre, donc en Noël 2022, avant que n'arrive la nouvelle année. Et donc je vous lance sur le premier sujet parmi la liste de quatre cinq sujets que nous avons. En commençant par des nouvelles sur Vincent Renoir, qui avait déjà bien intéressé l'auditoire le mois dernier, en sachant que nous avions en plus des informations de première main. J'imagine que vous en avez toujours un petit peu à la pointe, un petit peu Oui, caché. bah, il faut bien que les gens en aient pour leur argent, si j'ose dire. Donc, je vais leur donner quelques informations. Je voulais d'abord expliquer brièvement pourquoi exceptionnellement on fait cette vidéo par Skype. Ça n'est pas cette fois-ci à cause de la tyrannie sanitaire, comme ça peut être le cas en 2020 ou 2021. C'est tout simplement parce que nous attendons un heureux événement avec mon épouse, un sixième enfant dans quelques heures ou quelques jours, je ne sais précisément. Hein. Chez nous, on marche à l'africaine, si j'ose dire. Donc, c'est le sixième, hein, trois garçons, trois filles. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis tenu d'être un petit peu près d'elle ces jours-ci. Voilà, ce sera un petit peu notre cadeau de Noël, si Dieu veut, euh, dans les heures ou les jours qui viennent. Voilà. Donc, je ferai la parenthèse pour dire donc en effet, Vincent Renoir, comme je vois la plupart des internautes, nos amis le savent maintenant, est en prison à Édimbourg depuis le 10 novembre. C'est le 10 novembre au matin, à 5 heures du matin, lors du laitier, que 6 policiers sont venus à 6 hein, quand même le chercher. Il y a un an, ils étaient venus à 2. Là, ils ont multiplié par 3. Hein. C'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication de la police, quoi. Multiplié par 3. Et il y a 3 voitures, ils sont venus. Hein. À 6, 3 voitures, comme si c'était un criminel, un terroriste. C'est incroyable. Hein. À 5 heures du matin. Voilà, il faut dire qu'il a l'habitude, Vincent, puisque il y a un an, c'était à 4 heures de l'après-midi qu'ils étaient venus à l'heure du thé. Et chez lui à Bruxelles, quand il avait été pris pour aller en prison une première fois à Forest, puis après à Valenciennes, c'était également tôt le matin qu'ils étaient venus. Il avait un bracelet électronique à l'époque. Et il y a 16 ans, c'était déjà un 10 novembre, ça qui est amusant, il avait été pris à 18h50 à l'heure de l'apéritif, lorsqu'il était venu faire une conférence à Rony-sous-Bois. Les policiers l'attendaient à ce moment-là, et il venait de garer sa voiture, et à 18h50, ils l'ont pris. Hein. Comme quoi, il ne faut pas me chercher sur les dates, il ne faut pas me chercher non plus sur les heures et les minutes. C'était 18h40. Bon, voilà. Bon, donc, et c'est là qu'il était à Fleury-Mérogis, qu'il avait écrit sa petite brochure en passant par Fleury-Mérogis. Voilà. Voilà. Bon, donc, ça fait un mois, plus d'un mois maintenant qu'il est en prison. Ça fait 6 semaines maintenant qu'il y est à Édimbourg. Et donc, il m'appelle, je l'entends au téléphone. Bon, il y a une petite cabine téléphonique qui ne peut pas rester plus de quelques minutes. Mais enfin, son moral est au beau fixe. Il est toujours heureux, toujours content. Bon, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Bon, non, mais c'est incroyable. Fidèle à lui-même, oui. Fidèle à lui-même, voilà. Et donc, Très optimiste. il nous envoie régulièrement des petits textes pour Rivarol sur comment ça se passe en prison, il a commencé à rédiger ses mémoires, et puis son livre sur Bradour sort. Hein, et donc, c'est un gros travail qu'il a fait, puisqu'il avait fait un premier livre il y a 25 ans, et qui lui a valu beaucoup de soucis. Il est scandaleux. Euh, qu'il ait été traité de cette façon-là, parce que sur cette question, maintenant on est à près de 80 ans après les faits, il devrait y avoir une liberté totale d'expression, de recherche, d'écriture, sur une controverse historique, savoir précisément ce qui s'est passé. Or, je constate que son livre en 97 avait été interdit. La cassette vidéo qu'il avait faite sur le sujet en 2001 avait été interdite également, et des magistrats l'avaient condamné dans une ambiance de terreur. J'y étais, je me rappelle, à Limoges, en première instance en 2003, en appel en 2004, le condamnant pour un délit qu'il n'avait pas commis. C'est-à-dire qu'on l'avait condamné pour apologie de crimes de guerre. Or, il ne faisait pas l'apologie de ce qu'il contestait, par définition. C'est absurde qu'on ferait l'apologie de ce qu'il contestait. Et la Cour de cassation a été obligée, en 4 lignes, le 12 avril 2005, de casser ce renvoi, comme Dreyfus, un siècle plus tard, de casser sans renvoi cette affaire, parce que l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, qui était complètement aberrante. Voilà. Mais c'est vous dire à quel point il n'y a ni foi, ni loi, ni droit dans ce genre de questions, alors que Vincent a toujours été demandeur d'un débat.
qui pourrait être vif et sans concession, mais d'un débat avec des chercheurs et des historiens ayant une position différente ou antagoniste sur le sujet, pour que la lumière se fasse en quelque sorte. Bon, et pour que les arguments puissent être échangés. Mais non, ça n'a jamais été que la répression judiciaire, administrative, la diabolisation extrême, ce qui n'est pas intellectuellement convaincant ni moralement acceptable. Voilà. Il n'y a pas eu Donc, la démonstration de preuves en face elle, ou des débats vraiment organisés, c'est sûr. en fait, simplement, ils utilisent à leur disposition l'appareil répressif. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, quoi, je veux dire. Ce qui est proprement scandaleux. Voilà. Donc, un deuxième livre sort en ce moment même. Et donc, les gens qui sont intéressés pourront se faire une opinion sur ces questions. Moi, je ne tranche pas le sujet, je n'ai pas spécialement étudié la question, mais il y a une question de principe. Il y aura une liberté de parole et d'écriture sur ces questions-là. Et je trouve que la façon dont la question est traitée depuis un quart de siècle n'est pas rassurante quant à la solidité de la position officielle, parce que en principe, la vérité ne craint pas les insinuations, les menaces. Il me semble que dans le cadre d'un débat, lorsqu'on est sûr des arguments, on doit pas avoir peur de la partie en face. C'est inquiétant d'agir autrement. Voilà. Donc, sinon, il va bien. Alors, on saura fin février si, oui ou non, il sera extradé en France. S'il n'est pas extradé, eh bien, on verra s'il peut rester en Grande-Bretagne ou s'il est expulsé du pays. C'est encore une autre question qui, juridiquement, peut se poser. Mais en tout cas, pour l'instant, il a le moral, il dessine d'ailleurs remarquablement bien. Naturellement, il s'est fait déjà pas mal de camarades en prison parce qu'il est très sympathique. Hein, est très, très jovial, donc est très ouvert. Il apprend à jouer au billard, m'a-t-il dit. Il s'est sans doute amélioré au ping-pong, ce qui lui fera un point de plus avec Forrest Gump. Puisque déjà il courait vite. Et donc voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il me dit d'ailleurs que la prison d'Édimbourg est très propre. Il y a très très peu de gens de couleur ou de personnes extra-européennes en Écosse. C'est pas une terre d'immigration l'Écosse. Hein. Et par conséquent, ça n'a rien à voir tant au niveau de l'ambiance qu'au niveau, je dirais même, de la propreté des locaux, etc. Oui, parce qu'à côté, là, avec Londres en Angleterre, c'est vrai que l'immigration est encore plus visible qu'à Paris, ce qui est quand même assez fort. mais pas en Écosse, vous voyez, en Écosse, c'est quand Ouais, même pas en Écosse. Ouais. c'est très différent, voilà. Voilà, donc, mais de toute façon, quand bien même la population était différente en prison, Vincent, il arrive à s'entendre bien avec tout le monde, hein, puisque rappelez-vous, à Forest, à Valenciennes, il écrivait des lettres d'amour à des gitans, voilà, bon, il avait très bon rapport avec eux. De toute façon, il part du principe, et à juste titre, que être en prison, c'est difficile, autant ne pas se créer un propre enfer en se montrant désagréable, en étant dépressif, etc. Mieux vaut essayer de toujours voir les choses du bon côté. Voilà, donc, et Adoucir les tensions. être gentil et doux avec tout le monde, hein, avec l'administration pénitentiaire, avec les surveillants, avec les co-détenus, quoi, voilà. Donc, il a eu plusieurs co-détenus avec lui. Là, en ce moment, il était avec un Bulgare qui, lui aussi, est sous le coup d'une procédure d'extradition demandée par la Bulgarie pour une affaire, je crois, financière. Bon, et il s'en rend très bien avec. Voilà, donc, enfin bon, j'ai des nouvelles régulières. Je continuerai à en donner, bien sûr, à nos internautes, à nos amis, pour autant que j'en aurai, bien sûr. Voilà. Mais le moral est très bon. Mais enfin, il est quand même scandaleux qu'il soit en prison, puisque, comme je l'ai expliqué longuement dans la dernière vidéo, il n'y a pas de loi antirévisionniste au Royaume-Uni. Donc, il est scandaleux qu'il soit en prison. Ce qui ne gêne pas, là, pour le coup, ni Amnesty International, ni Badinter, qui parle toujours de l'état de droit, voilà, et toutes les associations qui, dès qu'il s'agit d'un délinquant sexuel, d'un terroriste ou d'un immigré clandestin, là, en revanche, sont d'un juridisme pointilleux. Voilà. Et quand il s'agit de Vincent Renoir, là par contre, tout est permis contre lui. Voilà. Oui, il n'existe plus ni foi ni loi. Les Et droits. pour ce qui est de ni droit, et pour ce qui est de la répression générale, d'ailleurs, ça ne touche pas que Vincent Renoir, puisqu'il y a quand même une petite liste qui suit, avec Alain Soral, un peu en Suisse aussi, quelques personnalités, Krebs, Bender, Longo, et même un peu Juvin Brunet, on ne sait pas trop ce qu'il en est des affaires financières et des choses comme Je ça. crois qu'il est toujours en Mais prison, je crois, oui.
crois qu'il est en prison. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, aux alentours de Toulon, etc. Mais c'est toujours d'actualité depuis 2 semaines environ, hein, quelque chose comme ça. Ça tape fort en ce moment, hein. C'est ça, oui. Ça nous rappelle un petit peu aussi l'époque Rémi Daillé ou ce genre de choses, quoi. Ça souffle fort. Donc, Ça émet les moyens. voilà. Donc effectivement, Alain Soral avait été condamné en première instance pour homophobie, puisque ce genre de délit aberrant existe également dans la Confédération helvétique, hein, et maintenant quasiment dans toute l'Europe et tout l'Occident, à quelques exceptions près, hein. C'est de la folie pure. Et il avait traité une journaliste qu'il avait violemment attaquée, je cite, de grosse lesbienne. Je vois pas pourquoi c'est une insulte, hein, je veux dire. Bon, enfin bon, voilà. Et donc, ça suffit qu'il ait été condamné en première instance à 3 mois de prison ferme, hein, pas avec sursis, ferme. Ah, quand même, ouais, c'est hostile. Et Ouais. là, il a fait appel. Là, il s'en sort relativement mieux, puisque je crois qu'il s'en est sorti avec une amende et quelques dommages et intérêts à payer à la plaignante. Mais enfin bon, il ne risque plus la prison, quoi. Voilà, il ne passera plus, contrairement au Monopoly, par la case prison en Suisse, du moins pas pour l'instant. Mais enfin, Sans toucher 20 000 francs. voilà, mais c'est vous dire à quel point la répression est énorme. Et en Suisse, il y a Alexandre Binder également du Front National Suisse qui est en prison, je crois, jusqu'à la mi-janvier, essentiellement, je crois, parce que il avait critiqué le fait qu'il devait y avoir un mémorial de la Shoah, je crois, à Genève, qui devait être fait. Il avait critiqué cela et oser critiquer cela peut conduire, eh bien, derrière les barreaux, hein, voilà. Oui, là, c'est pas du révisionnisme directement, quand même. C'est juste contre l'installation de quelque chose dans une ville, etc. Toute critique de la religion de la Shoah peut conduire très loin, hein, à la répression, hein, voilà, et la contre-religion plutôt. Bon, et d'autre part, donc Longo, c'est un avocat italien qui lui aussi a été condamné à 4 ans en Italie. Comme quoi, quand on dit en Italie que finalement les lois sont moins répressives qu'ailleurs sur cette question, c'est pas forcément vrai, hein, voilà. En tout cas, c'est plus vrai, hein, et je constate que ça arrive alors qu'on est dans un gouvernement qu'on dit de droite ou d'extrême droite, hein, ce qui est ridicule. Je rappelle que Mélanie, elle s'est aplatie complètement, elle a fait des déclarations antifascistes multiples, euh, euh, comment dirais-je. C'est presque pire que Matteo Salvini, oui. Ah oui, faisant allégeance à Enfin, lui qui avait été racheté aussi un peu par le, oui. faisant allégeance à l'antitétionniste, enfin, Salvini l'avait fait aussi, enfin, tout ça est pathétique, pitoyable, bon, C'est misérable. vrai. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, et puis effectivement, j'avais parlé la dernière fois des soucis de notre ami Berkela, et avec Mhm. le continent, et Exact. effectivement, il y a Pierre Krebs, qui lui-même en Allemagne s'est vu. Alors lui, c'est pas pour révisionnisme, hein, c'est simplement pour des positions identitaires, essentiellement, qui lui est plutôt d'ailleurs une nouvelle droite, hein, donc ce n'est pas ma paroisse, mais oui, il faut quand même dénoncer toutes les persécutions, quelles qu'elles soient, injustes. Et donc lui, on a fait carrément appel à son domicile à des chiens renifleurs, hein, et des brutes épaisses sont venus également. Je crois on lui a cassé des côtes, on l'a plaqué par terre, etc. Enfin, c'est hallucinant parce Mhm. comme il avait déjà eu des perquisitions, il avait caché son ordinateur, mais les chiens renifleurs, qui sont spécialistes, ont réussi à le trouver quand même, l'ordinateur, enfin, avec des policiers hystériques, hein, qui sont venus, Mhm. qui l'ont vraiment passé à tabac. Il a porté plainte d'ailleurs. Enfin, en Allemagne, on le sait, c'est pire que chez nous encore, hein, voilà, C'est vrai, sur le télétraitement judiciaire et c'est, politique comme ça, oui, ça rigole oui. encore moins. Donc moi, je voulais dire à toutes ces personnes persécutées, moi j'encourage ceux qui le peuvent à leur écrire, à nos amis à leur écrire. On a donné toutes les adresses, les coordonnées bancaires pour les aider dans Rivarol, hein. On continuera à le faire. Moi, j'invite vraiment, c'est un bouquet de Noël pour eux, au moins à leur écrire, éventuellement à leur donner un peu d'argent, parce que il faut manifester notre solidarité, notre sympathie, notre compassion. On est obligé d'approuver par ailleurs tout ce qu'ils peuvent dire ou faire, mais en l'occurrence, dans la mesure où ils sont persécutés injustement, il est normal de les soutenir, de les défendre, de les aider. La vraie charité, c'est ça, hein. Pas obligé d'être d'accord à 100% avec tout ce que dit ou fait quelqu'un pour l'aider lorsqu'il est injustement persécuté, hein, voilà. Mhm. Exactement. Je crois que dans le lot, on peut peut-être rajouter Boris Lelay avec le fait qu'il soit ciblé C'est a inquiétant. priori où il se trouve. C'est inquiétant parce qu'effectivement, il semble que on ait trouvé, ce qu'il traque ait trouvé le domicile exact où il habite, au nord-est de Tokyo, hein, dans une banlieue, je crois, une trentaine de kilomètres au nord-est de Tokyo. Et même, ils ont donné l'étage, il habite au deuxième étage, etc. Il semblerait d'ailleurs que ce soit la personne qui vit avec lui qui a répondu à l'interphone, semble-t-il, voilà, confirmant qu'il habitait là. C'est inquiétant parce que
en principe, son permis de séjour au Japon est valable jusqu'en 2026, même s'il semble que son passeport français est expiré. Bon, donc normalement, il devrait rester au moins jusqu'en 2026 au Japon, mais il y a une telle pression de la communauté juive internationale, il faut dire ce qui est, hein, et même d'un certain nombre de lobbies antiracistes qui existent aussi au Japon, donc, on peut quand même s'inquiéter, sans compter que s'il sort de chez lui, il peut peut-être être attendu à un moment ou à un autre par des gens pas forcément sympathiques ou ayant des intentions favorables à son égard. Donc, oui, c'est quand même inquiétant, effectivement. Mais de toute façon, il est évident que la répression cible tous les gens qui ne se soumettent pas à la police de la pensée. Hein, c'est évident. Et on voit très bien que plus ils accélèrent la décomposition des pays européens, de notre civilisation, de notre morale, de nos traditions, plus ils ciblent, plus ils persécutent les quelques personnes, hélas, qui ne se soumettent pas. C'est tout. Hein. Ouais. À l'avilissement en général, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Parce que nous allons parler entre autres de l'avortement, peut-être plus tard, mais oui, c'est voilà, on voit que la répression est quand même assez féroce, comme quoi nous avons un régime ou des lois judiciaires qui ne sont pas très laxistes quand elles veulent. Hein. Quand ils veulent, ils ne sont pas du tout laxistes, ils ne laissent pas passer. Hein. Absolument. Quand ils veulent, ils peuvent être très répressifs. Hein. On le sait pour la traque aux automobilistes, hein, avec les radars, c'est absolument effrayant. Bon, mais c'est encore plus vrai vis-à-vis des délinquants de la pensée que nous sommes, puisque si, on est ciblé, par exemple, d'organisations qui en toute impunité font pression sur la toile, etc. Mais vous avez vu qu'on a quand même une petite victoire avec PayPal hein, ces jours-ci, puisqu'on avait, après que PayPal, le 23 mai dernier, nous eut supprimé, sans nous prévenir, hein, un parti électronique, une lettre recommandée, de manière tout à fait unilatérale et arbitraire, nous avait supprimé notre compte PayPal, que nous avions depuis plus de 12 ans, depuis le 9 mars 2010, il n'y avait jamais aucun problème, aucun litige, aucun contentieux avec eux. Eh bien, ils ont fait ça parce que toute une série d'activistes, les disciplines Giants, BTA, tout ça, nous avaient dénoncé et, auprès de PayPal, et PayPal, par esprit politiquement correct ou par simple lâcheté, eh bien, nous avait fermé le robinet, si j'ose dire. Désactiver sans prévenir, et c'est pourquoi ils se sentent un petit peu contraints finalement de revenir sur leur part. Ah bah, c'est-à-dire que Il semblerait. ce qui s'est passé, c'est qu'on les a poursuivis en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Et le tribunal de commerce, le 7 décembre, nous a donné entièrement raison, ordonnant à PayPal de rouvrir le compte avec 200 euros par jour d'astreinte s'ils ne le faisaient pas au bout de 3 jours. Ils l'ont toujours pas fait alors je parle. Ce qui fait qu'on va être obligé, avec mon avocat, l'excellent maître Yon, dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent, de faire appel au juge d'exécution pour que les décisions du tribunal de commerce, qui est exécutoire et qui ne serait donc pas suspendue en cas d'appel, pour qu'elles soient exécutées. Hein. Parce que franchement, elle ne l'est toujours pas. Mais vous voyez, ça prouve quand même qu'il faut toujours se battre, hein, qu'il n'est que les batailles que l'on mène pas jusqu'au bout, qui sont prévues d'avance, et que par conséquent, il faut se battre. Parfois, il arrive d'obtenir quelques petites victoires, et le tribunal de commerce dit à juste titre que les banques, puisque PayPal agit comme une banque hein, dans les faits, ne peuvent fermer les comptes de leurs clients que s'il y a des découvertes importants, que s'il y a des problèmes financiers, voilà. Mais qu'à partir du moment où c'est des raisons idéologiques, politiques, eh bien, c'est tout à fait scandaleux que l'on ferme unilatéral un compte à un client. Donc ça, c'est quand même bien qu'il y ait un petit peu de bon sens. Il est vrai qu'au tribunal de commerce, c'est plutôt des chefs d'entreprise, des gens qui sont dans la vie économique réelle et qui ne sont pas qui sont beaucoup moins en proie, qui sont beaucoup moins contaminés, si j'ose dire, pollués par l'idéologie ambiante, le wokisme, tout cela. Bon, voilà. Donc ça, c'est très positif. Nous allons rétablir notre compte PayPal. Enfin, c'est PayPal qui veut le rétablir. J'espère le plus rapidement possible. Et voilà, parce que, encore une fois, c'est une leçon, il faut se battre dans la vie. C'est difficile, mais il faut utiliser tous les recours légaux et réglementaires dont on dispose, même si ça prend du temps, même si c'est souvent, hélas, assez coûteux, hein, c'est onéreux. Enfin, il faut le faire dans la mesure où on le peut, parce que il faut vraiment se battre de toutes ses forces comme un lion contre l'injustice, d'où qu'elle vienne. Donc, très bien de signaler cette petite victoire. D'ailleurs, avant que je ne vous lance sur la perte de l'agrément de la commission paritaire par François, c'est-à-dire que François a subi le même traitement que Rivarol, littéralement. Bienvenue au club. Ils auraient dû en parler un petit peu plus tôt, mais bon, on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient les suivants. On savait qu'il y aurait eu des suivants, que ce n'était que le début
d'une longue répression. Mais voilà, finalement là, ça leur est tombé dessus, notamment après une affaire où ils ont réussi à entre guillemets fact-checker un fact-checker. Et c'est ça que probablement des groupes comme le Sleeping Giant que vous avez cité d'ailleurs précédemment n'ont pas apprécié. Donc voilà, il y a eu un véritable retour qui fait que maintenant le site de François, au lieu d'être officiellement un site d'information, est devenu un blog de complotistes. Donc du jour au lendemain, juridiquement limite. Et voilà, maintenant c'est l'occasion de les moquer, alors qu'ils n'ont pas changé en 2 3 ans de critique de la crise sanitaire notamment, quoi. Bah, j'avais écrit à la présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, quelques jours avant que cette commission en séance plénière nous retire à l'unanimité son agrément après la tribune de délation de Klarsfeld et d'un certain nombre de personnalités, Mario Stasi, président de l'ICRA, Dominique Sopo, président de ce racisme, etc., dans le journal Le Monde, hein, le journal Le Monde qui donc voulait condamner à mort un confrère. Hein, voilà, hein, c'est ce qui est aussi quand même assez nouveau. Bon, donc c'était le 7 mars 2022 et donc 2 mois plus tard, le 4 mai, effectivement, la CPP nous enlevait donc cet agrément. Donc j'avais écrit quelques jours avant que le crime soit commis, si j'ose dire, à cette présidente que nous enlevait, nous retirait l'agrément, nous expulsait de ces registres où nous étions depuis 71 ans sans discontinuité, eh bien, ce serait ouvrir la boîte de Pandore et que selon l'adage latin Odi emitti crest tibi, aujourd'hui c'est mon tour, demain sera le tien, il est évident qu'il y aurait d'autres publications, d'autres journaux, d'autres revues qui seraient également tôt ou tard mises en cause et auxquelles on retirerait l'agrément. C'est exactement ce qui s'est passé, plus vite même que nous le pensions, puisque 6 mois à peine après qu'on nous eut retiré notre agrément, c'est le tour de François, qui est certes aujourd'hui, depuis 2011, une publication exclusivement numérique, mais Mhm. qui est quand même une publication qui existe depuis 1944, je crois. Légèrement plus vieux que Rivarol, l'air de rien, oui. Enfin, même une petite décennie, ouais. Et qui a été une publication qui, à un moment donné, a compté énormément de lecteurs, hein, qui est un journal populaire, etc. Et donc, que même un journal au titre, par certains côtés, aussi prestigieux et connu que François, eh bien, soit condamné de cette façon-là, hein, en dit long quand même sur la liberté de la presse et la liberté de l'esprit en France. Hein, je constate d'ailleurs que ce sont les mêmes en général qui vont dénoncer les atteintes à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, en Russie ou en Iran, hein, ou dans d'autres pays du monde, qui en revanche, là, sont les premiers à demander des répressions impitoyables, fulgurantes, contre ceux dont ils ne partagent pas la vision du monde, la vision de l'homme ou telle position. En l'occurrence, François n'a pas été poursuivi ni condamné par rapport à ses propos sur la question juive ou le révisionnisme. Contrairement à Rivarol, il n'aborde pas cette question, ni non plus sur leur refus de l'immigration incontrôlée ou autre, mais tout simplement parce qu'ils avaient pris des positions en pointe contre la tyrannie sanitaire, se montrant covidosceptique, si j'ose dire, donnant la parole à des professeurs comme le professeur Perron, comme d'autres médecins qui étaient très critiques sur la gestion par les pouvoirs publics du Covid et des mesures à la fois de répression et de restriction des libertés qui étaient prises à ce moment-là. Et donc, ou même sur l'inefficacité ou la nocivité des vaccins anti-Covid, etc. Bon, bref, toute une série comment dirais-je, une ligne éditoriale en quelque sorte qui n'a pas plu du tout, alors qu'il me semble que le rôle d'un journaliste, c'est de donner la parole à des gens ayant comme on dit aujourd'hui, des sensibilités différentes, des points de vue différents, et que il est quand même intéressant, surtout quand il s'agit de gens comme Perron ou d'autres, qui sont quand même qualifiés pour en parler. Hein, eh bien, c'était quand même naturel, me semble-t-il, de leur donner la parole à eux aussi, hein, y compris à Raoult et à d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, on a vu que ça n'était pas possible, hein, puisque en fait, la CPP leur enlevait l'agrément pour protéger, je cite, je crois, pour protéger la santé publique, pour protection de la santé publique. C'est énorme, quoi, hein, énorme. Bon, quand on voit tous les sanitaires qu'il y a, médicaux, etc., que en plus maintenant il y a l'avortement qui sera bientôt constitutionnalisé, on va en parler, qu'il va bientôt y avoir l'euthanasie pour éliminer les vieillards et toutes les personnes gênantes. Bon, bah, c'est quand même assez hallucinant qu'un journal soit condamné pour cela, mais il est évident que ça va pas s'arrêter là. Hein.
il est évident que dans une logique de terreur, dans une logique révolutionnaire, sont tous les journaux un tantinet de droite, un tantinet dissident, un tantinet libre, qui se verront retirer cet agrément. Il est évident qu'à partir du moment où il le faisait pour Rivarol, et je leur avais écrit, je leur avais dit, et c'est exactement ce qui s'est passé, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour d'autres. C'est tout. Et ça va être sans fin maintenant. Voilà. Ça a ouvert une brèche. Donc, il y a une aggravation considérable de la répression et de l'absence de liberté. Et c'est la raison pour laquelle, non, on ne peut compter que sur nos lecteurs, que sur les lecteurs, que sur les abonnés, pour pouvoir défendre, aider, lire une presse libre. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut faire. Alors, évidemment, François n'avait pas protesté quand on a retiré notre agrément, hein, c'est évident. Mais ça fait rien. Nous, à partir du moment où il y a des gens qui sont injustement traités, qui sont persécutés, on dénonce ces persécutions, même si on ne renvoie pas l'ascenseur. Hein. J'ai l'habitude qu'on ne renvoie pas l'ascenseur. Hein. En général, c'est vrai, oui. Je monte l'escalier tout seul, quoi. Voilà. Hein. Ça fait rien. On le fait quand même. C'est pas grave. Oui, surtout à l'ère des crises énergétiques, il va falloir être habitué à ça. Et puis j'allais ajouter, c'est vrai que depuis 2013, avec Manuel Valls et notamment l'occasion d'avoir pondu de nouvelles lois contre Dieudonné, à partir de là, ça a été un petit tournant, l'air de rien, et bien que Dieudonné se défendait en disant, bah, je suis un comique, donc c'est normal de dire des choses qui font un peu mal, un petit peu comme un Jean de La Fontaine. Il n'y a plus d'exception même pour l'humour, finalement. On l'a vu. Moi-même, j'ai été condamné aussi pour des mots d'esprit. Parce que les magistrats avaient décrété que Rivarol ne pouvait pas faire d'humour, que c'était pas un journal satirique. Seul le canard très politiquement correct, hein, qui m'a jamais arraché un sourire. Bon, eh bien, lui a le droit d'être considéré comme journal satirique. En revanche, Rivarol, non. Voilà. Non, oui, parce que vous, notamment pour des propos sur Twitter ou des choses comme ça vous est déjà arrivé, ou remarque même sur YouTube, oui. Oui, ou même dans des vidéos, mais alors que je pense qu'il y a beaucoup plus d'humour à droite, dans la vraie droite, qu'à gauche. Hein, parce qu'ils se prennent tellement au sérieux à gauche qu'ils sont sinistres. C'est vrai, oui. C'est vrai qu'on rigole un petit peu moins dans ce milieu. D'ailleurs, la gauche, c'est sinister en latin. Donc voilà, ils sont sinistres. C'est vrai, oui, c'est resté en italien d'ailleurs, oui, c'est vrai. On dit sinistra pour la gauche et c'est sinistre. Dans tous les sens du terme, ils sont sinistres. En français, c'est pas mal parce que être gauche, c'est être maladroit aussi. Alors que droite et droit, bon, ça va bien ensemble. La gauche est haïssable, hein, la gauche est haïssable. C'est vrai, oui, morale foireuse plus le fait de condamner pour tout et n'importe quoi, etc. C'est vrai que c'est très 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 détestable. Donc, autre sujet, la Coupe du Monde de football. Nous savons que voilà, les deux équipes finalistes seront l'Argentine et la France. Et il y a quand même eu une affaire qui se mêle avec la politique, avec cette demi-finale de France-Maroc, et notamment une descente qui au début, a eu un sacré pataquès donc dans la presse, et on se doutait un petit peu au début de l'événement en se disant est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, mais pour le coup il y a eu un genre de groupe de trentaine de personnes arrêtées avec un nombre incalculable de camions, un petit peu comme pour Vincent Renoir. Là, ce n'était pas un seul homme, mais un groupe pas forcément un seul groupe d'ailleurs bien identifié, et en soi pas plus de 40 personnes, voire un peu moins. Voilà, pour le coup, il y a eu une descente de ce genre, et voilà, les policiers étaient sur place avant que des événements se passent. Ce qui m'a frappé en tout cas, c'est que à lire la grande presse, Libération autre, on avait l'impression qu'il y avait eu des centaines de morts, enfin des agressions d'une violence inouïe, etc. Bon, moi, dans les quelques vidéos que j'ai pu regarder sur Internet, j'ai rien vu de particulier. Mais enfin, on parlait de ratonnade, de leaders fascistes en mouvement. Bon, moi, j'ai rien vu du tout. Il est évident que lorsque des jeunes gens regardent des matchs de football, parfois ils sont un petit peu excités, éventuellement avinés. Donc il y a parfois des manifestations excessives ici et là qui peuvent se manifester.
Mais enfin, moi, il me semble pas qu'il y ait eu des choses d'une exceptionnelle gravité qui soient passées, ou alors qu'on le démontre. Bon, mais j'ai pas vu de genre de morts, de gens blessés, de dégâts matériels considérables, etc. Enfin, je veux dire, par rapport aux émeutes qu'on a vues en banlieue en 2005, où là, il y avait quand même eu des dégâts matériels absolument considérables, des rues entières mises à sac, etc. Bon, des scènes véritablement de guérilla urbaine, de guerre civile. J'ai quand même pas l'impression qu'on est à ce niveau-là cette fois-ci, même si tout débordement est toujours regrettable et condamnable. Mais enfin, en l'occurrence, tout ça me paraît tout à fait excessif. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas dans cette comment dirais-je, dans la façon dont la grande presse retranscrit tout cela, si c'est pas une façon d'essayer de dissoudre, d'interdire un certain nombre de mouvements, Mm. d'associations, peut-être de publications, alors que finalement rien ne s'est passé réellement dans les faits. Hein. En plus, on nous dit, moi je suis un petit peu étonné qu'on nous dise que des Marocains auraient été pris pour cible, alors même que si c'était par refus de, comment dirais-je, euh, de, de l'immigration extra-européenne ou autre, il me semble que l'équipe dite de France me paraît même plus colorée par certains côtés que celle du Maroc. Quoi. Celle du Maroc est presque plus claire, si j'ose dire. Elle est plus Donc, claire et plus enracinée aussi. donc c'est un peu étonnant, je veux dire. Bon, donc des nationalistes français ou des identitaires français auraient fêté la victoire de l'équipe de France beaucoup plus multiethnique et beaucoup plus colorée que celle du Maroc. C'est assez étrange, quoi, je veux dire, comme c'est bon, voilà. Enfin bon, enfin en tout cas. Et tout ça me paraît tout à fait excessif et je me demande s'il n'y a pas une volonté, comme c'est arrivé récemment en Allemagne, de s'en prendre à un Mm. certain nombre de gens dits d'extrême droite, parce qu'il faudra encore démontrer que ce sont des gens dits d'extrême droite, parce que bon, quand vous avez des gens cagoulés ou des gens dans la rue, c'est pas forcément évident de connaître leur position politique, à supposer qu'ils en aient d'ailleurs. Bon, mais moi, ce que je crains surtout, c'est que on utilise ce genre de faits supposés et extrêmement grossis pour essayer justement de persécuter des gens qui sont dans l'opposition, qui contestent le pouvoir en place hein, et la politique qu'ils mènent. C'est un peu l'idée de toute façon là, oui, c'est sûr. D'autant qu'ils pensent être tombés un petit peu sur ce qui ressemblait aux Zouaves qui avaient été dissous d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, entre autres Et, choses. et on voit très bien que même des mouvements comme le Rassemblement national, qui ont tout renié, sont même visés. Je crois qu'il y a un député Mm. euh, de la France insoumise, donc mélanchoniste, qui a dit que c'est parce qu'il y avait 89 députés du Rassemblement national que finalement les hordes d'extrême droite pouvaient faire des ratonnades, etc. Voilà. Donc pauvre Marine Le Pen, pauvre Jordan Bardella, malgré toutes les réputations auxquelles il se livre, finalement, c'est jamais suffisant. Quoi. Ça va sans doute les encourager, ça va sans doute les encourager à en faire davantage encore. Bon, ce genre d'affaires. Mais de toute façon, d'une manière générale, moi j'encourage euh, toute, toute personne de notre mouvance, large au sensu, à éviter toute forme de violence physique, quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, d'abord, c'est éminemment critiquable en soi, et de plus, de toute façon, c'est contre-productif, parce que ça permet au système, de toute façon, d'organiser une répression beaucoup plus forte encore. Donc, de toute façon, Bah, sauf si c'est une violence qui aboutit, c'est sûr. Mais bon, on n'est plus à l'époque de Mussolini non plus, donc en, faut voir. Quoi. Mais- enfin, en général, ça n'aboutit pas positivement, quoi, hein, ce genre d'affaires. c'est vrai, c'est vrai. Un sujet que l'on n'a pas pu traiter lors de la dernière vidéo, puisqu'il était plutôt tombé une petite semaine après, en novembre, le fait que le droit à l'avortement, un peu en opposition à la remise en question de l'avortement, peut-être plus ou moins relative, mais quand même effective, aux États-Unis, le macronisme, les partis de gauche, etc. en premier lieu, mais bon, Marine Le Pen n'y échappe pas, ont fait le choix de faire entrer ça, de graver dans le marbre de la Constitution française, donc ce droit à l'avortement. Donc c'est voilà. Et vous, vous avez titré donc un éditorial où seuls 32 députés ont voté contre. Il s'agit même pas d'être anti-avortement, mais juste de ne pas le faire entrer dans la Constitution. Ça, Voilà, dans les 32, il y a quand même un petit tiers du Rassemblement national qui a dit non,
qui est intéressant et ce qui n'obéit pas trop à la voix de la patronne. Mais bon, sinon à Alors, gauche, validation totale ou absence, mais validation totale. tout à fait, il n'y a eu que 32 députés sur 577 députés de la Mhm. nation qui ont Le été élus. ratio est Ça faible. ça fait environ 5%, plus de 5%, c'est ridicule, hein. Mhm. Ouais. Comme vous dites très justement, non pas pour s'opposer à l'avortement, hein, ils auraient été 32, dans ce cas-là, je ne sais pas s'ils auraient été un ou deux. Bon, en l'occurrence, c'était simplement pour s'opposer à la constitutionnalisation de l'avortement, c'est-à-dire qu'il soit effectivement gravé dans le marbre constitutionnel. Je rappelle quand Sacralisé. même je rappelle quand même que, oui, c'était pour, je cite, je crois, protéger le droit inaliénable à l'interruption volontaire de grossesse. Je crois que c'est ça le titre de la proposition de loi issue de la France insoumise. Il est vrai que 23 députés du Rassemblement national et 7 des Républicains ont voté contre, plus un ou deux non inscrits, donc 32 en tout. Mais je précise Chez quand les même. macronistes, je crois qu'il y en a un ou deux, oui, qui avaient refusé aussi. Mais c'est vraiment. Non, non, je crois que c'est une ou deux abstentions, c'est tout, mais aucun n'a Ah, voté c'était contre. abstention seulement. Ah oui, d'accord, oui. Ça se comptait en plus sur les doigts Ni d'une non main plus, d'un Yakuza. ni non plus chez Bayrou, alors que pourtant, comme Bayrou est l'héritier avec son mouvement, le MoDem, de la démocratie chrétienne. Donc, vous voyez, l'apostasie est complète, hein. C'est ça, oui. Aucun au MoDem, aucun à gauche, mais même dans les mouvements dits de droite, c'est quand même une petite minorité qui a voté contre. Je dis, sur les Républicains, ils sont plus de 60 et 7 qui ont voté contre, et au Rassemblement national, ils sont 89, il n'y en a quand même que 23 qui ont voté contre, hein. C'est C'est-à-dire, ça. Après, car, Bayrou, c'est vrai que c'est moins chrétien que Christine Boutin, par exemple, sans en certes, faire l'éloge spécialement, mais c'est vrai certes, que oui. certes, Mm, certes, mais enfin, mm. disons qu'il n'y en a quand même pas eu un seul, sans dit long, quoi, je veux dire, voilà. Oui, oui, c'est clair. Et donc, il est évident que, parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Quand on parle de droit à l'avortement, c'est le droit de tuer un enfant, un bébé, dans le ventre de sa mère. Hein, ça implique, surtout que maintenant, l'avortement est à 14 semaines de grossesse en France. Hein, et donc, ça veut donc vous dire 14 semaines qu'il faut écraser le crâne du bébé. C'est-à-dire, avant de l'aspirer, il faut l'écraser, le déchiqueter, le démanteler. Hein. C'est d'ailleurs ce que disait le professeur Israël Nizan, peu suspect d'être contre l'avortement, mais il avait reconnu lui-même que ça impliquait d'écraser la tête du bébé. Hein, voilà. Hein, donc c'est une véritable boucherie, l'avortement. C'est un crime abominable. Bon, c'est ça qui est constitutionnalisé, c'est ça qui est considéré comme une valeur suprême, un droit fondamental et inaliénable dans notre pays, voilà où l'on en est. Hein. Pour s'opposer à cela, simplement à sa constitutionnalisation, hein, eh Mhm. bien, on trouve que 32 députés et tous les grands leaders sont pour, donc Mélenchon, Marine Le Pen, Bayrou, évidemment toute la Macronie, etc., et les Républicains. Donc il n'y a plus de droite en France. Hein. C'est la preuve par neuf, on le savait déjà, mais c'est la preuve Mhm. par neuf qu'il n'y a plus de droite en France, si vous voulez, et qu'à partir du moment où il y a une apostasie générale dans le pays, parce qu'il y avait une droite quand il y avait encore des gens qui étaient quand même sincèrement profondément catholiques. Hein. Je pense que en fait que si vous voulez aujourd'hui, comme quasiment plus de catholiques et surtout plus de catholiques convaincus et fervents, et ben finalement ça t'emmène le bal, si j'ose dire. Hein, Bah, c'est vrai que, outre l'opposition à ce qui s'est passé en 40-45, il y a la Révolution française et normalement la culture de droite est plutôt contre-révolutionnaire, attachée à la loi naturelle, à ce genre de choses oui, qui, dans le débat public et médiatique, n'existent plus, quoi. la droite traditionnellement, historiquement, c'est la défense de la patrie, de la famille, des bonnes mœurs. Mhm. Et de la famille traditionnelle, de la morale naturelle, de la vie, etc. Donc, il n'y a plus de droite en France. C'est ça qui est absolument effrayant. Bon. Et je dois dire que c'est une trahison scandaleuse s'agissant de Marine Le Pen, puisque pendant très longtemps, le Front National, dans son programme de gouvernement officiel, depuis les années 80 jusqu'au en gros au milieu des années 2000, avait l'abrogation de la loi Veil, l'abrogation de la législation actuelle sur l'avortement à son programme. Hein. Donc là, il y a un changement à 180 degrés, mais on sait que c'est pour ça que Marine Le Pen est médiatisée et mise en avant depuis une vingtaine d'années. C'est précisément parce qu'on sait que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, hein, elle a relancé l'abrogation de la loi Guesso, de la loi Pleven, l'abrogation de la loi Perben également, qui a créé cet ahurissant délit d'homophobie. Bon, on voit très bien qu'elle est complètement dans le système, dans ce système décadent, dans ce système contre nature, mortifère, judéo-maçonnique. Voilà, elle est à fond là-dedans. Par contre, elle n'en sortira pas. Elle est là pour ça. Hein. Elle est là pour neutraliser, vitrifier, détruire, désactiver la droite nationale, l'opposition nationale véritable.
et tout ce qu'il pouvait y avoir encore, comme vous le dites justement, de contre-révolutionnaires dans la doctrine, dans le programme du Front National. Voilà. Et ben ça, c'est fini avec elle. Hein. Elle est là pour ça. Voilà. C'est dramatique. Hein. C'est monstrueux. Il n'y a pas de crime pire que d'encourager des mères à tuer le fruit de leurs entrailles. C'est de ça qu'il s'agit. On est vraiment à l'opposé du je vous salue Marie hein, là-dedans. Il y a quelque chose de ouvertement satanique là-dedans. Et donc, notre opposition, elle est totale face à cela. Totale. Intellectuellement, moralement, humainement, elle est totale, spirituellement, et donc il faut dénoncer. Alors, dans Riverol, on a donné la liste intégrale de ceux qui avaient voté pour, de ceux qui s'étaient abstenus, de ceux qui avaient voté contre, parce qu'il est important que les gens aient ces noms, hein, parce que c'était quand même un vote important. Il y en aura d'autres. Hein, c'est une liste publique, mais on ne pense pas forcément aller la voir, c'est vrai. En page 2 du numéro, je crois, du 30 novembre, je crois que c'est celui-là, de Riverol. Moi, j'invite les gens qui s'intéressent à se reporter à cela. Hein. Il est toujours disponible en version papier et numérique. Hein. Donc, le numéro du 30 novembre, 3543, parce que c'est important qu'on ait ces noms. À mon avis, il y aura d'autres votes Qui a encore, fait quoi, oui. puisque le Sénat doit se prononcer bientôt. Il y aura sûrement un vote au Congrès à Versailles, j'imagine, hein, dans quelques mois, courant 2023. D'ailleurs, pour les 10 ans de la loi Taubira, ouvrant le mariage aux invertis, eh bien, on aura encore quelque chose de plus d'affreux encore. Donc, cette constitution du droit à l'avortement et aussi, puisque Macron l'a annoncé, certainement le vote, également 2023, de l'euthanasie. Hein, c'est-à-dire qu'on se prend au bout de la vie, hein, les bébés avortés, les vieillards euthanasiés, et pas simplement les vieillards, parce que par le biais de l'euthanasie du suicide assisté, je rappelle qu'en Belgique, même les enfants peuvent être éliminés. Les mineurs. Voilà, pour peu qu'ils soient déprimés, pour peu qu'ils aient des maladies qu'ils ne supportent pas ou autres, enfin, je veux dire, ou que l'entourage ne supporte pas, enfin, c'est absolument effrayant. Hein. Bon, voilà le monde dans lequel nous devons vivre, et donc l'opposition elle doit être totale, absolue et publique, hein, et d'une extrême fermeté face à cela. Bah, tout contribue à avilir l'homme, en fait, c'est ça, fondamentalement. Et notamment l'idée de provoquer la gratuité des préservatifs pour tous, et voire même avant l'âge de 18 ans, ce que proposait Macron, sans détailler plus que cela, mais voilà, ça va un peu de pair. Oui, je crois que de 18 à 25 ans, je crois, me semble-t-il. C'est ça, oui, mais lui, il proposait limite de faire, allez, banco, je le fais aussi pour plus jeunes, parce que les plus jeunes demandent. Lui, ça ne concernera pas ses enfants puisqu'il n'en a pas. D'ailleurs, je constate que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement européens n'ont pas d'enfants, ce qui aussi, là aussi, je trouve est un signe intéressant, quoi, et Oui. de décadence totale, hein, de refus de la vie, de la transmission. Donc ça aussi, je trouve que c'est quand même important à souligner. Mais Ils n'ont pas eu effectivement, cette expérience familiale, oui. effectivement, il y avait déjà eu la gratuité de la pilule, il y a la gratuité la gratuité du préservatif, comme il y a la gratuité de l'avortement, puisqu'il est remboursé à 100%, hein, y compris les échographies qui précèdent, tout est remboursé à 100%. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de culture de mort, alors qu'au contraire, les familles nombreuses sont, elles, comment dirais-je, non seulement ne sont pas aidées, mais sont entravées, puisque par exemple, si on veut acheter une famille, bon, c'était notre cas il y a quelques années, une 8 places ou une 9 places ou une 7 places, enfin pour une famille nombreuse, avec les taxes dites anti-pollution, on doit la payer 4 000, 5 000, 6 000 euros de plus, avec les malus écologiques, etc. Hein, voilà. D'ailleurs, maintenant, on a à dire qu'un enfant européen pollue et donc il ne faut pas faire d'enfant à cause de ça. Et il y a des jeunes Ça femmes se mêle européennes. l'écologisme. Il y a des jeunes femmes européennes occidentales qui sont à fond là-dedans, quoi. Hein, je veux dire, bon, Mmh tout ça est mh. évidemment complètement grotesque. Hein. La vraie pollution morale, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. C'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est la contraception et la pornographie pour tous, c'est le malthusianisme. Voilà, c'est tout cela. Hein, je veux dire, bon. Mais ça, en revanche, c'est le pacte, c'est le mariage homosexuel, c'est la PMA, la GPA, bon, toutes choses abominables. Voilà. Mais ça, en revanche, ça c'est très bien hein, pour le système. Hein. Ce qui gêne, c'est de faire et d'élever des enfants. Et surtout si on les élève chrétiennement. Hein, voilà. Voilà. Ça le système ne supporte pas. Donc on voit très bien qu'il y a vraiment une guerre qui est faite à notre peuple, à notre civilisation, à notre pays, voilà, de manière évidente. Et alors, pour terminer un petit peu ce point, j'allais dire, les mêmes qui nous disent qu'il y a un problème de démographie, le vieillissement, il n'y a pas assez de bras
pour remplacer au travail les boomers partant à la retraite, qu'il va falloir en plus financer pour les retraites, etc. Les mêmes nous disent il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Ils disent jamais la cause comme vous de dire bah c'est aussi le problème d'avortement et entre autres choses la culture de mort en général, etc. Et par contre ils ont une solution toute faite qui est quand même de faire appel à l'immigration massive derrière. Donc là c'est la double attaque d'un côté. On menace notre vie et de l'autre, bah, en plus, on est remplacé, quoi. Non, c'est évident, c'est ce que j'explique souvent dans Riverol ou dans les vidéos que nous faisons ensemble. On est victime d'un double mouvement, le mouvement de submersion et la subversion interne. Submersion extérieure, grand remplacement, comme vous dites justement, et également la subversion avec les transgenres, le lobby LGBT, l'avortement, Subversion morale, ouais. et les deux sont accélérés, quoi, de plus en plus, quoi. On voit très bien que c'est vraiment pour nous détruire à tous les niveaux, parce qu'on parle toujours du grand remplacement à ce titre, mais c'est pas simplement remplacement, j'allais dire, physique, corporel, c'est aussi le remplacement des âmes, des cerveaux, des mentalités, des mœurs, avec la destruction de la France traditionnelle, des bonnes mœurs, etc. Hein, et ça va à une vitesse absolument considérable. Il y a une accélération, et on voit très bien que avec ce qu'ils appellent les crimes de haine. Je rappelle que Vincent Renoir a été poursuivi par un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, présidé par le général Jean-Philippe Prélan, dont je viens d'apprendre, qui poursuit Révol, parce que on a osé critiquer ce monsieur, mais je suis désolé, moi, quand il y a des gendarmes qui sont au service du désordre, du mensonge, et du vice, puisque je rappelle quand même que dans les crimes de haine, il y a les crimes LGBT-phobes. Hein, voilà, hein. Donc, quand vous avez des gendarmes hein, qui sont des officiers de gendarmerie, des généraux de gendarmerie qui sont au service du désordre, du mensonge et du vice, il me paraît normal qu'ils soient critiqués et que leur nom soit de communiquer. Hein, voilà. Parce que je sais bien qu'il a d'ailleurs ce monsieur, il a eu la Légion d'honneur en juillet dernier, hein, forcément, plus on va dans le sens du système de mort qui nous détruit, qui nous a servi, évidemment, plus on est récompensé. Hein, voilà. Mais il est proprement scandaleux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crime de haine hein, et de haine effectivement, la DILCRA, c'est contre la haine anti-LGBT. Donc, on email d'ailleurs le racisme, l'antisémitisme, anti-LGBT ensemble, ce qui prouve bien d'ailleurs que tout ça, c'est foncièrement la même chose. Hein, tout est fait pour nous détruire. Et qu'est-ce que ça veut dire la haine anti-LGBT? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'opposer à toutes les folies de ces mouvements, encore une fois, qui ne feraient rien par eux-mêmes, mais qui sont promus par l'État, par l'Union européenne, par l'ONU, par les ONG, par le Conseil de l'Europe, par toute une série d'organisations internationales qui promeuvent dans tous les pays occidentaux, et même au-delà d'ailleurs, ces saletés. Hein, ces saletés, ces abominations, abominations par rapport à la Bible, par rapport à la morale chrétienne, par rapport tout simplement, je veux dire, au bon sens. Hein, et à ce qu'on appelait autrefois les bonnes mœurs, ou ce que même le Code civil appelle le bon père de famille. Là, on a des années-lumière de tout ça. Aujourd'hui, c'est véritablement la transgression morale dans tous les domaines et qui va de plus en plus loin dans la folie. C'est vraiment une société de mort, une société de destruction, une société contre nature qu'il faut rejeter absolument. Hein. Voilà, une société satanique. Hein. Voilà, bon. Et donc, il faut la combattre ouvertement et la rejeter complètement. Hein. C'est évident. Et donc, oui, dans cette opposition à cette culture de mort, si j'ose dire, il y a peut-être une réponse, la fête de la nativité que nous allons bientôt fêter en fin d'année. Eh bien, Donc, je souhaite effectivement à tous nos internautes de joyeuses saintes fêtes de Noël. Et effectivement, nous vivons véritablement aujourd'hui une société de la contre-incarnation, une société à la fois désincarnée et de contre-incarnation avec le transhumanisme, hein, puisque on en est même à parler maintenant d'utérus artificiel. Il y a aussi d'autre part l'allocation des ventres, l'allocation des utérus avec la GPA. Donc l'euthanasie, l'avortement, bon, enfin, toutes les folies que les transgenres, enfin, toutes les folies et abominations que nous subissons en permanence. Et effectivement, Noël, c'est tout le contraire de ça. Hein, c'est Dieu qui se fait homme, hein, le Verbe qui s'incarne pour nous sauver, pour nous changer, pour nous délivrer, pour nous ouvrir le ciel qui était fermé depuis le péché d'Adam. Et effectivement, je crois qu'il n'est pas de meilleur antidote au monde infernal dans lequel nous vivons
que d'adorer ce Dieu tout-puissant qui s'est fait tout petit, petit enfant. D'ailleurs, j'observe que la crèche est interdite partout en France maintenant. Même Ménard doit retirer la crèche du hall de sa mairie. Le tribunal administratif de Montpellier l'y a condamné. Je rappelle que le Conseil d'État, celui-là même qui avait condamné Dieudonné pour le spectacle Le Mur, eh bien, quelques années après, le 9 décembre 2016, le 9 décembre, c'est pas un hasard, hein, c'est la date qui rappelle la séparation de la loi des églises et de l'État le 9 décembre de 1905. Bon, eh bien, le 9 décembre 2016, le Conseil d'État a donc pris une disposition selon laquelle les crèches devaient être interdites partout, sauf dans quelques exceptions quand c'est purement culturel ou festif, mais devaient être interdites partout au nom de la laïcité. Donc on voit très bien que la laïcité, c'est une machine de guerre contre l'Église catholique, contre le Christ, contre la vérité. Hein, voilà. Et donc, voilà, on est dans notre pays, hein, qui a été la fille aînée de l'Église, qui a été pendant plus de 1000 ans un pays tout à fait catholique, non seulement dans ses institutions, son calendrier, dans ses mœurs, dans ses paysages, et dans ces paysages, ça reste encore en partie, notamment à la campagne, où encore des calvaires, parfois à des croisements, au sommet de collines et de montagnes, etc. Bon, nos églises, nos cimetières, etc. Bon, et on voit très bien que tout ça va être détruit, tout cela, et donc, je crois que c'est très important d'honorer et d'adorer le prince de la paix, l'auteur de la vie, hein, puisqu'on est dans une société de mort, et lui, c'est l'auteur de la vie qui a triomphé de la mort. À Pâques, et c'est la victoire définitive de la vie sur la mort. Et puis, c'est aussi le prince de la paix. Mais attention, ne nous méprenons pas. Quand on parle de la paix du Christ, c'est pas la paix de Pilate. Hein, parce que souvent les gens, pour avoir la paix, il faut pas dénoncer des injustices, il faut pas prendre de risques, il faut accepter le règne du mensonge et de l'imposture et de l'injustice. C'est pas ça la paix du Christ. Hein. La paix du Christ, ça consiste à prendre des risques. Hein. La paix du Christ, c'est la bonne conscience, c'est le devoir accompli, c'est l'amour à la vie qui se diffuse, qui se donne, qui se sacrifie. C'est ça, hein, je veux dire. Hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, effectivement, la méditation des saints mystères de Noël, de la crèche et de nature, me semble-t-il, je dirais, nourrir notre foi, rallumer notre espérance, dilater notre charité, parce que précisément, on sait que de toute façon, si on reste fidèle au message du Christ, eh bien, quelles que soient les persécutions qu'on peut subir, on est sauvé, si j'ose dire. Voilà, c'est ça qui doit nous donner une grande joie, humble et simple, mais profonde, hein, que rien de personne ne pourra nous enlever. Hein, voilà, cette joie, voilà, de voir de savoir que le Christ est venu nous sauver. Et je rappelle d'ailleurs que le Christ, finalement, il a vécu comme un homme, d'ailleurs c'est l'homme Dieu, sauf le péché, il a connu tout ce que connaît un homme. Hein, il a eu froid, il a appris un métier manuel que son père nourricier Saint-Joseph lui a appris, le fait d'être charpentier, il s'est fatigué pour nous chercher, s'est assis sur le puits de la Samaritaine, bon, voilà, a pris la barque, a été sur les montagnes, nous enseigner dans ses discours magnifiques, le discours sur la montagne et autres, il s'est transfiguré sur le Tabor, etc. Bon, voilà. Bon, et c'est également sur une montagne, celle du Calvaire, qu'il est venu nous sauver. Par conséquent, c'est magnifique la vie du Christ, hein, et les évangiles, etc. Donc je crois vraiment qu'en ce temps de Noël, la Nativité, il faut vraiment méditer tout cela. Parce qu'on est dans une société où, toujours bruyante, on n'a plus le temps, on fait en sorte que, d'ailleurs Bernanos le disait déjà, que le monde moderne fait une vaste consécration contre la vie intérieure. Il faut vraiment lutter contre ça, essayer de méditer, de réfléchir, de prier. C'est l'oxygène de l'âme, la prière, dans un monde où l'air manque à nos poumons, pour précisément revenir à l'essentiel finalement. Moi j'envie vraiment tous nos amis, tous nos lecteurs, surtout si dans une crèche chez eux, qui expriment de manière si belle, si sensible, si simple, les grands mystères de notre religion. Hein, voilà, avec les santons, avec les bergers de Bethléem, les rois mages, la Vierge Marie, Saint Joseph, Enfant Jésus, tout ça est magnifique, quoi. Voilà. Et voilà quelque chose qui n'a pas changé, qui ne changera pas. Voilà, quelque chose qui est permanent, qui est éternel. Voilà. Donc, en l'occurrence, il faut vraiment méditer tout cela. Voilà. Voilà un petit peu. Donc je souhaite vraiment un joyeux Noël à tous nos internautes, tous nos amis, et par anticipation, une bonne année 2023, où à mon avis, il y aura du sport, hein, je pense. Hein, je pense que ça va être de pire en pire.
C'est cela, oui. On pourra toujours parler aussi un peu de la crise sanitaire, la crise énergétique, voire sanitaire, si elle revient, elle repointe le bout de son nez. L'Ukraine, la Russie, toutes ces choses-là continueront. L'avortement continuera, l'immigration continuera. Donc voilà, la présence des lobbies aussi. Donc bon, à une même situation, il faut un peu répéter les mêmes choses, même si on s'actualise quand même par les événements récents de la même façon. Mais bon, après, la doctrine politique, elle ne change pas aussi. Et les bonnes mœurs, comme vous dites. Et là, je vais être obligé de vous quitter, parce qu'il va falloir que je m'occupe bientôt de mon épouse, sinon je vais me faire gronder. Non, non, monsieur, je suis obligé de dire ça, parce que sinon, je les vois déjà, ils vont aller voir Daniel Conversano, qui est en super Danny Live, va leur expliquer comment Éric Zemmour peut gagner la présidentielle de 2027. La présidentielle de 2027, et comment il faut séduire en Europe de l'Est. Non. Ou éventuellement, ils vont aller voir Julien Rochdy, vous savez, le, le, le masculiniste nietzschéen, qui, dans le cadre des leçons sur le masculinisme, va leur expliquer comment se comporter en étant masculiniste, comment se comporter à la plage, comment se comporter à la piscine, comment se comporter dans son travail en étant masculiniste. Moi, bon, non, moi, en l'occurrence, et comment aussi se comporter en étant masculiniste sur le pot. Non, mais non, en l'occurrence, moi, je fais des choses toutes simples. Moi, je pas ce niveau-là, hein, c'est pas de mon niveau, tout ça. Je suis ici pas me faire gronder par madame. Donc, je vais la rejoindre tout de suite. Voilà. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Donc, je vous souhaite vraiment à tous de joyeuses fêtes de Noël. Et en l'occurrence, gardons en nous l'espérance, la joie chrétienne, l'espérance, la charité, et puis Et la foi. l'ardeur au combat, et la foi, bien sûr, au les cœurs. Et merci Florian, et à très bientôt. Que Dieu vous garde tous. À Sainte bientôt. Nativité à tous. À bientôt. Merci à tous.